Les artisans, c'est des gens manuels, autonomes et créatifs. Et là, oui, je vous entends, puis oui, je suis bien d'accord avec vous, ces personnes-là ont toutes les qualités. Mais ce qu'il y a de beau avec ces qualités-là, c'est que ce sont des ressources infinies. Parce qu'être artisan, je pense que ça dépend pas nécessairement du métier qu'on fait, mais que c'est plutôt un état d'esprit, une philosophie. Une amie m'a dit que pour elle, les artisans combattent la vitesse du monde. Puis c'est vrai, il y a quelque chose dans leur mode de production qui s'oppose au rythme effréné que le capitalisme voudrait qu'on adopte. Tu sais, quand tu arrives au chalet puis que tu vois ça sur le lit, tu le sais que tu vas bien dormir. Mais connaissez-vous vos couvertures? Ici, à ma droite, on a une couverture faite au métier à tisser. Et ici, à ma gauche, on a une autre couverture faite au métier à tisser. OK, mais connaissez-vous vraiment vos couvertures? Parce que ça, c'est un trésor patrimonial québécois. C'est une Catalogne. Elle est faite de longues bandes de tissus recyclés qui proviennent de vêtements usés qui ont été portés par la famille. Symbole de débrouillardise et de résilience de nos ancêtres, le plus souvent des femmes, c'est un objet artisanal typique des cercles de fermières. Aujourd'hui, je vous invite à mettre sur pause la course effrénée du temps en venant à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Chez nous, on avait le droit à tout. Ma mère, elle nous faisait bricoler, on faisait des expériences, elle mettait un tapis de table, elle nous donnait du soda, puis du vinaigre, puis de la couleur à gâteau, puis on faisait de la pâte à modeler. On montait des affaires assez extraordinaires avec pas grand-chose. On se déguisait, on faisait des pièces de théâtre, on faisait des sketchs, on aimait ça, faire toutes sortes de folies. On avait du temps, hein, puis on jouait dehors beaucoup. Mes parents n'avaient pas de chalet dans le temps, mais mes tantes, oui, ma grand-mère et tout ça. C'est qu'on allait au chalet tous les jours, mais on revenait à la maison. Mais moi, je voulais pas revenir à la maison. Ça fait que mon cousin Richard, quand il était l'heure de partir à peu près, il disait « Vite, on s'en va! » C'est que là, on partait sur le lac en chaloupe, juste assez loin pour pas que ma mère pu venir me chercher. Puis alors, il faisait ça. Quand elle était tannée d'attendre, elle partait, puis là, je restais chez ma grand-mère. Je pouvais rester là des jours. Je suis ici à Saint-Séverin depuis 88. Soudeur de métier, mais j'aime beaucoup les arts aussi. Donc, j'allie les deux ensemble. Je suis Michèle Giguère, une artisane des métaux. Je travaillais dans une industrie de chaussures qui a fermé, puis j'ai été au chômage. Pour prendre une formation, j'ai dit je veux quelque chose de manuel. Je veux pas que ça dure 3 ans, puis je veux pas être assis devant un bureau. Le monsieur, il sort, il dit commence un cours de soudure la semaine prochaine. S'il y a une femme qui se présente, on la prend en premier, parce que c'est un métier non traditionnel. Ça fait que j'ai dit oui. Comme ça, je connaissais rien de ça, 0. Ça fait que je pourrais être électricien, mais je suis soudeur. Aussi simple que ça. J'ai pas rencontré de problème, moi, dans ce métier-là. J'ai toujours travaillé avec, en grande majorité, des gars. Ça a toujours bien été. Par contre, il y avait un vieux monsieur, probablement de mon âge à cette heure, qui était là. Et puis, il disait au boss, lui, il était ferblantier. Puis il disait au boss, moi, quand j'ai de quoi faire souder, là, envoie-moi pas faire souder ça par la petite madame, là. Il dit, moi, je suis trop vieux pour m'habituer à ça. Il s'appelait M. Raymond. À un moment donné, M. Raymond, il arrive dans l'atelier le samedi, il y a de quoi à faire souder, c'est urgent. Puis là, il fait le tour des rideaux. Il n'y a pas un gars, il y a juste moi. C'est que là, il n'y a pas le choix. Il est obligé de faire souder par moi. Je
soudais bien. J'étais bonne, moi. Ça fait qu'après ça, il va voir le boss, puis il me l'a dit. Il dit, elle est pas mal adrette, la petite bonne femme. Puis après, on est devenus de même, moi puis M. Raymond. Mon atelier, au départ, je l'ai construit quand j'ai eu un garçon. J'étais enseignante en soudage dans ce temps-là. L'enseignement, j'aimais ça, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait du travail manuel à faire. J'avais les doigts qui grouillaient tout seuls, là. 2 ans avant, on était allé au Costa Rica. On avait vu des petites figurines de papier, puis on trouvait ça tellement beau. C'est que la première chose que j'ai faite dans un grand atelier comme ça, c'est un petit bonhomme de fer. Je savais pas que j'allais en faire des centaines de petits bonhommes de fer. Après ça, je me suis mis à faire les salons d'artisans. Puis de fil en aiguille, j'ai pogné des plus gros contrats. Des sculptures comme à Beausart, à Saint-Georges, j'en ai à Saint-Benoît aussi. Puis là, présentement, je suis en train d'en faire une pour le village de Trinjonction. J'ai aussi le Festival du film, où on fait des projections dans mon atelier aussi. C'était la 19e édition cette année. Moi, je suis là depuis le tout début. En fait, on n'avait plus rien dans le village. Ça fait qu'on s'est fait une réunion avec un panier de pantoufles à l'entrée. On s'est installé avec toutes des pantoufles, des doudous. Puis là, on a dit, il faut trouver quelque chose à faire, mais qu'il n'y a pas ailleurs. On voulait pas un festival avec une tente puis de la bière, mettons. Pas qu'on n'aime pas ça, mais il y en a dans tous les villages. C'est qu'il y a une dame, Louise Chamberlain, qui a dit on devrait avoir un festival de films. Un festival de films, c'est qu'on est 288 dans le village. Pas facile d'avoir une grande clientèle. Mais on a commencé, puis en plus, on a eu l'audace de l'appeler Festival du film humaniste et religieux. Ça prenait du front, pas mal, et ça marchait. À un moment donné, c'était Louise Latraverse qui était notre marraine. Elle dit là, si vous n'enlevez pas le mot religieux, elle dit, je viens plus. Ça fait qu'on a gardé les mêmes critères de sélection. On n'a rien changé, sauf qu'on s'appelait le Festival du film humaniste. Point. Je pense pas avoir un âme d'artisme, mais un âme d'artisane. Quelqu'un qui exprime ses idées avec son côté manuel. Donc, qui va faire des objets, des assemblages qui vont représenter le fond de notre pensée. J'aime ça travailler. Moi, on me parle de retraite, j'aurai l'âge, puis ça ne m'intéresse pas encore. Je choisis maintenant. Ça, c'est la plus belle retraite qu'on peut pas avoir, de choisir son travail. Je fais beaucoup de choses aussi dans mon village. Je participe un petit peu à tous les comités, puis je suis quelqu'un d'impliqué. Ma mère, c'est incroyable tout ce qu'elle fabriquait. Puis mon père et tout, mon père, c'était une dextérité incroyable. Il était camionneur, mais il était bûcheron quand il était jeune, mais il s'est retrouvé ses camions. Mais quand il bricolait, lui, il pouvait faire ce qu'il voulait avec ses mains. Puis il n'avait jamais été à l'école. Puis il calculait plus vite que nous autres, dans sa tête, que nous autres, sur notre papier. Ça fait qu'il n'avait pas été à l'école, Christy. Mon frère, il disait à mon père, tu peux bien en savoir des affaires, tu n'as pas été à l'école. Mais il vivait dans la nature beaucoup, là, aussi. Là. Il était trop loin de l'école, fait qu'il ne pouvait pas aller à l'école. Moi, je suis natif de la région de Lac-Mégantic. Puis ensuite, vers la Beauce, dans la vingtaine, j'ai aidé mes enfants là. J'ai 2 garçons. Et puis, mes garçons sont emmenés dans la région de Saint-Jean-Port-Joli. Mon nom, c'est Berthier Gay. Je suis menuisier charpentier. Et puis, j'habite à Saint-Cyril-de-Lessard, sur le dessus de la côte.
Moi, j'ai beaucoup aimé déconstruire. Dans toutes les régions du Québec, il y a des bâtisses du siècle avant et souvent de l'autre. Souvent, c'est en désuétude, puis les gens les font enlever. Les plus anciennes bâtisses, ils sont tout le temps dans les plus beaux endroits parce qu'ils étaient les premiers arrivés. Et puis, moi, je sors les clous du bois. Je sors les clous du bois comme je m'enlève des échardes. J'ai l'impression que c'est des échardes. J'ai beaucoup d'espace rempli. La chapelle, bien, j'envisageais peut-être à un moment donné de m'installer là parce qu'il y a 2 étages, c'est une belle grande superficie. Ils appellent ça la chapelle école de Bras-d'Apic. Ça a été construit en 1917. C'était une école et une chapelle. Il n'y en a pas eu tant au Québec, les chapelles-écoles. C'était souvent une chapelle ou une école. Il y a eu 40 enfants là-dedans, ça a l'air, là. Il y a des gens qui me racontent ça, mais qui ont été école là, jusqu'à dans les années 58, je pense. C'était près d'une voie ferrée ici qui passait entre Saint-Marcel et Saint-Cyril. Il y avait une gare, là, puis il y avait beaucoup d'activités au début des années 1900. Il y avait 2-3 hôtels à Bras-d'Apic. Et puis, avec l'avènement de l'automobile et des routes et tout, la voie ferrée a été comme abandonnée. Lorsque je suis allé visiter ça avec le courtier, sur le Prix-Dieu, il y avait un document, comme on voit un peu dans les salles de médecins, un doctorat. Ça venait avec un doctorat. Les ogives, je les ai eus pendant, je pense, 20 ans avant que je sache d'où ils venaient. C'était dans une église qu'ils ont déconstruit en Beauce, et puis je les ai trimballés à plein d'endroits, entre autres au Faux-Foun électrique à Montréal. J'ai exposé là, moi, un temps, et puis ça prenait quasiment une chapelle pour les installer. Ça fait qu'avec la chapelle de Bras-d'Apic, ben, ça fait parfait. Moi, j'ai tellement déconstruit de bâtisses, puis j'ai tellement enlevé de clous à déconstruction que je me suis interrogé beaucoup à savoir s'il n'y aurait pas lieu de trouver des façons de construire où ce que le clou est moins présent. Parce que l'arbre est déjà un clou. Autrefois, une maison de la manière qui était faite, les clous étaient très rares dans ça. Puis en plus, les clous étaient carrés. Une vieille maison, là, tu peux la démonter puis tu peux la remonter ailleurs. On a fait ça souvent d'ailleurs. On a démonté des maisons pièce sur pièce. Puis on les a remontés ailleurs, puis c'est merveilleux. C'est des œuvres d'art, ces anciennes maisons-là, et puis c'est la matière sacrée, selon moi, là, puis qu'on bafoue comme ça. Même que toute notre histoire religieuse, là, le bon Jésus cloué sur la croix, il s'est comme mis entre le clou et le bois, comme pour dire au monde, le clou dans le bois, là, ça n'a pas rapport. Lorsque l'arbre est devenu le clou, et que le clou est devenu l'arbre, la proportion de l'un par rapport à l'autre étant en équipolant, proportionnelle au pas de géant de l'être face à devant lui l'évolution. Le génie, ça doit être l'outil du rêve. Depuis que je suis tout petite, je suis très intéressée par tout ce qui est art. Travailler avec mes mains, ça m'a toujours beaucoup fascinée. Ma grand-mère, Claire, d'ailleurs, qui s'appelait Claire Lamarche, son nom de femme mariée, elle était très intéressée par le travail manuel. Elle tricotait beaucoup, elle faisait de la broderie magnifique, du crochet. Elle faisait de la sculpture sur bois aussi, ce qui était comme très peu commun pour une femme à cette époque-là. Donc, ça a bercé mon enfance. Puis, ça a dû probablement teinter ma vision du monde, là, qu'on peut fabriquer tellement de choses avec nos mains. Ici, on est à Saint-Jean-Port-Joli. On est au Vivoire. Le Vivoire, c'est un lieu où est-ce qu'il y a plusieurs ateliers d'artistes. Chacun a son propre atelier. Et on travaille en belle collégialité. Mon nom est Judith Dubord. J'habite à Saint-Jean-Port-Joli et je suis céramiste.
Je pense que sur ma pierre tombale, ce serait écrit « Elle a vécu les 2 mains dans la terre et la tête dans les fleurs ». Parce que moi, je suis une passionnée de fleurs. J'ai déjà été fleuriste dans une ancienne vie. J'aime les couleurs, j'aime les motifs, puis ça a toujours été ça depuis que je suis toute petite. Ma mère, elle aimerait pas ça que je dise ça, mais elle me disait que je m'habillais comme la chienne à Jacques. Je portais des vêtements qui allaient pas ensemble, mais pour moi, c'était correct, là. Je trouvais que c'était beau. La peinture sur porcelaine, c'est en Chine qu'ils ont inventé cette façon-là de peindre parce qu'ils savaient cuire la porcelaine, mais ils n'avaient pas encore découvert les matériaux céramiques qui permettaient d'avoir des belles couleurs à haute température. Ces céramiques chinoises-là qui étaient hyper prisées, qui valaient des fortunes. Quand les modes ont changé, cette technique-là est tranquillement sortie des manufactures, mais les femmes se la sont appropriées comme loisir domestique, particulièrement en Europe. En Amérique, c'était plutôt dans le Canada anglais, aux États-Unis. Les Québécois, nous, on n'a pas trop connu ça parce que c'était les riches. Et les Québécois, ce n'était pas les riches. Donc, au Québec, on faisait des enfants, puis au Canada anglais, on peignait sur la porcelaine. Comme c'est devenu un loisir domestique féminin, c'est tranquillement disparu des écoles d'art décoratif. Donc, on a arrêté d'enseigner ça parce que c'était les femmes qui utilisaient cette technique. Je suis tombée dans cette association-là, les peintres sur porcelaine du Canada. Je dirais 99,5% des membres sont des femmes, plutôt âgées parce que c'est un savoir qui est porté par les femmes depuis longtemps mais qui est en train de disparaître. Leur objectif, c'est de transmettre ce savoir-là, un peu comme le Cercle des fermières pour le textile au Québec. C'est encore perçu comme un art kitsch ou kitten. Et moi, ben, je trouve que ça peut être beaucoup plus que ça, là. Donc, moi, je l'intègre, j'en parle beaucoup. C'est un de mes chevaux de bataille. Il y a quelques années, ma mère fait du ménage là, chez elle. Et là, elle est tombée sur des dessins, des bulletins scolaires, toutes sortes de trucs qui nous appartenaient à mes frères, ma sœur et moi. Et elle me dit, Judith, j'ai une boîte pour toi, j'ai des choses à toi. Et quand je suis allée chercher la boîte, je suis tombée sur un dessin que j'avais fait. En fait, c'était une peinture à la gouache que j'avais fait enfant. J'ai vu ce dessin-là, puis je me souviens d'avoir fait ça. C'était un bouquet de fleurs dans un vase. Et c'est comme le concentré de ce que je fais aujourd'hui. C'était déjà là dans moi qui avait 7 ans ou 5 ans. Dans la petite enfance, on est déjà presque tout ce qu'on va être dans notre vie, mais très, très concentré, puis ça se développe dans le temps puis dans la vie qui passe, là. Ça m'a frappée. J'ai beaucoup réfléchi dans les dernières années à c'est quoi la différence entre un artiste et un artisan. Il n'y a pas si longtemps, les artisans étaient perçus comme moins importants qu'un artiste. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est tempéré, cette perception-là. Mais ma réponse à moi, c'est un artisan va maîtriser un médium, un matériau généralement. Dans mon cas, c'est la céramique. Et va développer des idées à partir de son médium. Alors qu'un artiste va développer des idées, puis ensuite, il va trouver le médium pour faire venir au monde cette idée-là. C'est 2 approches qui sont très différentes, mais qui arrivent au résultat qu'une œuvre est créée, qu'elle soit faite par un artisan ou par un artiste.